Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui je vous présente une petite sélection, environ 7 decks que je considère être des très bons decks du format Pauper Duel Commander. Si vous ne savez pas ce que c'est que le format, vous avez cliqué en mode mec, de quoi il parle? J'ai déjà fait plein de vidéos sur le format qui expliquent ce que c'est, qui build un deck en live, qui montre des idées de commandants, des staples, qui fait des débriefs méta, du gameplay commenté, il y a tout. Il y a tout déjà de dispo sur la chaîne, donc je vous invite à aller voir tout ça. Grosso modo, petit résumé, on a un commandant qui est Unco, pas forcément légendaire, 100 cartes communes dans le deck. Voilà, le mélange entre le Pauper et le Duel Commander, d'où le nom. Et on fait la bagarre en 1v1 de façon compétitive avec 20 points de vie et une banlist. Pour retrouver toutes les infos sur le format, au même endroit, c'est sur le site Pauper Duel Commander qui est en description, ou bien sur le Discord que je vais essayer de vous mettre aussi en description si j'y pense, sur lequel vous pourrez trouver d'autres decklists, etc. et vous proposer vos builds également. Mais pour l'heure, du coup, cette vidéo sera sur des decklists que je trouve compétitives et très bonnes. Alors, il y en a 5 pardon, qui sont de mon cru. Deux autres qui ne sont pas de mon cru, mais que je pense être des bonnes decklists. Ce ne sont pas forcément les meilleurs decklists du format, les meilleurs decklists de ces decks-là. Évidemment, je n'ai pas cette prétention, mais je pense, pour avoir joué pas mal de ces decks, ou joué contre pas mal de ces decks, je pense que c'est honnêtement d'excellents decks du format, et ça constitue peu ou prou le tier 1 du format. Sachant qu'il y en a potentiellement d'autres qui peuvent les rejoindre, je ne vous présente pas tous non plus les meilleurs decks, mais une sélection quand même de 7 decks. Donc 7 decks que je trouve pas mal. Avant d'en parler, on remercie évidemment les sponsors. Merci beaucoup à Card Nexus qui nous régale sur 2026. Il y a le code en description, enfin le lien en description pour créer votre compte gratuitement et ça nous soutient. Et il y a le code VALPL05 pour avoir 5 € offerts à partir de 15 € d'achat sur la marketplace. Car Nexus, c'est un outil de collection manager sur plein de TCG actuels, passés et futurs. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, ne serait-ce que pour votre collection. Et en plus de ça, il y a la marketplace, à l'instar de Card Market par exemple, où vous pouvez acheter et vendre des cartes et c'est ajouté directement à votre collection. Donc c'est vachement plus facile pour manager le tout, etc. Et ça régale. Avec en plus le petit card scanner sur l'application mobile pour faire ta 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 et ajouter votre carte à votre collection. Ça fait plaisir. Moi ça fait plaisir, faut le dire. Merci beaucoup à GameGenie qui fait plaisir également sur 2026. Soutenez la marque qui nous soutient en achetant leurs produits auprès de votre revendeur favori. D'ailleurs, bientôt des produits GameGenie sur labelcard.fr en description. Je ne sais pas quand, peut-être que quand vous regardez cette vidéo, c'est déjà disponible. Si, peut-être que non, je ne sais pas quand ça va arriver, mais ça arrivera, vous inquiétez pas. Et je place un petit big up évidemment aux fratés du Fight Club MTG VAR, puisqu'ils organisent un Big Popper Duel Commander début juin. C'était, je vous en avais parlé un petit peu sur Twitch déjà, c'était fin mai, mais ça tombait le week-end de la fête des mères, je crois, donc pas évident pour tout le monde. Du coup, c'est décalé à la semaine suivante, le dimanche 7 juin. C'est au local du Vieux Monde à Toulon. Vous trouvez facilement si ça vous intéresse. Inscription via le mail directement, pas de 20 €. Vous l'avez vu, bon, c'est écrit sur le petit flyer à ma gauche. Le nombre de joueurs max, je ne sais pas encore, mais j'estime que c'est entre 32 et 40 joueurs potentiellement, donc on pourrait faire peut-être le plus gros tournoi Pauper Duel Commander de France, et ça ferait très plaisir. Le record, je ne sais pas de combien il est actuellement, mais on doit être à une vingtaine de joueurs, quelque chose comme ça. En tout cas, des infos que j'ai. Donc, si vous voulez vous régaler des Qual Format et que vous êtes dans les environs de Toulon le dimanche 7 juin, n'hésitez pas à vous inscrire. Attention, ne tardez pas trop, les places ont tendance à se remplir vite. On fait des tournois 16 joueurs pleins régulièrement déjà. Il y en a eu 2 ou 3, je ne sais plus. Donc, ne tardez pas trop. Ne tardez pas trop à vous inscrire. Voilà, c'était important de placer le petit big up parce qu'il faut quand même faire vivre le format et le format il vit à travers les gens qui y jouent, notamment en tournoi. Passons au deck. Du coup, on commence par Gut, True Soul, Zilot, évidemment, qui régale. D'ailleurs, je ne sais pas quand sort cette vidéo. Si jamais il y a eu une annonce du comité, il n'y en a pas eu depuis un moment. Mais si jamais le comité fait une annonce pour des bans éventuels et que des decks que je présente sont bans, bon bah, désolé. Malheureusement, moi, quand je tourne cette vidéo, il n'y a rien qui est ban et il n'y a aucune annonce qui est prévue de près ou de loin. Donc, je pars du principe qu'il n'y en aura pas tout de suite. Gut, Troll sous Dilot, je vous présente la version noire que je trouve être la meilleure, mais la version blanche marche très bien aussi. Les autres couleurs, on m'a dit qu'elles étaient fonctionnelles, mais peut-être un petit peu en dessous.
par rapport à la version rouge-noir. Qu'est-ce qu'il fait ce petit gut? Il dit qu'il est 2-2 pour 3 déjà, mais quand on attaque, on peut sacrifier une autre créature ou un artefact, et si on fait ainsi, on crée une 4-1 squelette attaquante, et il a la menace. Et il n'a pas la menace jusqu'à la fin du tour, il a la menace tout le temps. Donc le token est quand même très costaud, et ça tue très très vite dans un format où il n'y a pas beaucoup d'interactions d'early game, en tout cas pas dans toutes les couleurs. C'est dur de contrer ce Gut True Soul Zealot et ça met une pression immense. Tous les decks qui build sans respecter Gut, je peux vous dire qu'ils passent un très mauvais moment quand ils l'affrontent. C'est pour moi un des 2 meilleurs decks du format. Par contre, il y a des decks qui le tiennent très bien en joue, notamment les decks rouges avec des burn spells qui vont du coup faire en sorte que Gut, dès qu'il touche la table, il meurt, puisqu'on peut répondre à Gut avant que son trigger ne se déclenche. Puisqu'on le joue en main phase 1, on passe en phase d'attaque, on tue Gut, hop là, ça fait pas d'effet. Mais hormis les decks avec interaction rouge, du coup pour 1 ou 2 mana qui peuvent arriver très vite et surtout en éphémère, les autres decks ont beaucoup de mal. C'est pour ça qu'il est tenu en joue, mais pas non plus excellemment bien. Dans le reste du deck, je vous mets évidemment toutes les decklists en description pour ceux qui veulent aller voir directement. Dans le reste du deck, du coup, on a plein de petits kikis qui vont se faire sacrifier pour avoir des effets. Par exemple, le Clockwork Percussionist qui va nous faire Impulse Draw, donc exilé, qu'on peut jouer jusqu'à la fin du prochain tour. Kalus Inspector qui va créer un token clou, qui est un artefact, et l'artefact du coup peut se sacrifier avec Gut. Et le but, c'est qu'il y ait des effets de mort pour avoir de la value du coup en sacrifiant nos bêtes, ou un repop d'artefacts ou de créatures. Puisqu'avec le repop d'artefacts ou de créatures, ça nous donne tout de suite une autre bête ou un autre artefact à sacrifier pour le gut du tour d'après. Et du coup, le but, c'est de faire un tour 1 au tour 1. Au tour 2, une autre bête si vous avez, mais sinon c'est pas grave. Into gut tour 3. Vous attaquez avec votre tour 1 ou votre tour 2. Vous sacrifiez un truc qui va vous faire un effet de sacrifice. Vous avez une 4 menace. Voilà, c'est déconné. C'est déconné, c'est très très fort. Et là, vous allez me dire, ok, ouais, mais c'est vrai que si on gère Gut, du coup, il reste un peu que des kikis. Et c'est vrai. C'est vrai, il reste un petit peu que des kikis qui vont pas faire grand chose. Mais ça reste un deck Rakdos aggro qui pack, en plus du coup des cartes qui se sacrifient, des interactions, Chainer's Edict, Cornered by Black Mage, Chain Lightning, voilà, qui sont très bien. Cette version-là, je joue End the Festivities, enfin je dis cette version, c'est la mienne du coup, et Tectonic Hazard, parce que c'est très bien de déblayer le passage pour pouvoir potentiellement passer des points plus facilement, parce que vous avez des bêtes menaces, mais qui peuvent se faire du coup double bloquer, et c'est aussi très bien en Mirror. Genre moi-même, je respecte le Mirror en jouant 2 effets, 1 dégât à tout, parce que du coup ça tue les petites bêtes et les tokens menaces de Gut. Blood Betrayal aussi, qui permet de prendre une bête et de la sacrifier en attaque avec le Gut. Donc pareil, c'est assez anti-bête, genre je tue une de tes bêtes et je la transforme en 4 menaces sous mon contrôle. C'est très fort. Plein de petites interactions, encore une fois, des dégâts à distance avec Earthfire, Improvised Club, qui sont très bien, de la pioche en veux-tu en voilà, avec Village Right, Deadly Dispute, Eviscerator Insight, Fanatical Offering, Nasty End, Corrupted Conviction. On peut même en rajouter plus, mais les places sont chères dans ce deck-là, évidemment. Des Arthos qui sont bien à sacrifier, qui sont bien à jouer, des trucs qui ping comme Black Mage Road, des trucs qui font de la value comme Ichor Wellspring, Cranial Ram qui est une bête et un artefact, donc ça fait 2 bêtes à sacrifier pour ce bon petit Gut. Lotus Petal, toujours pas bad dans le format, qui est extrêmement fort dans Gut, parce que du coup ça permet de faire un tour 1, tour 2 Lotus Petal, Gut, j'attaque, j'ai déjà une 4-1 menace, alors que le gars il a posé juste un tap land. La game est déjà quasiment terminée. Vous pouvez aussi sacrifier ce Lotus Pétale, juste pour créer des 4 menaces avec Gut. Enfin vraiment, il n'y a pas de défaut. On se permet même de jouer un petit Campfire, parce que dès que Gut il s'est fait gérer 2 fois, c'est très dur de le caster pour 7 mana. Donc ce Campfire, en plus d'être intéressant pour les bagarres d'agressivité, de deck aggro, permet de s'affranchir d'une taxe, enfin des taxes de Gut, et en plus de ça, c'est un artefact. Donc au pire, vous allez le poser pour 1 et vous allez le sacrifier pour faire une 4 menace. Donc c'est vraiment très bien. Je reviens pas en détail sur toutes les cartes parce que 100 cartes x 7 decks, ça fait beaucoup de cartes à review. Makeshift Ammunition extraordinaire pour finir à distance. Mana base, moi je suis allé à 37 landes parce qu'on veut quand même trouver 3 landes pour jouer Gut, c'est hyper important. Ceux qui jouent moins de 37 landes, c'est quand même très gourmand, je trouve. Sauf si vous avez d'autres choses qui génèrent de la mana, évidemment. Et en plus, dans ces landes-là, on a évidemment 4 landes artefacts, Darksteel Citadel, Grid Furnace, il y a Vault of Whisper et Dross Forge Bridge,
qui sont du coup des landes qu'on peut sacrifier pour garder notre board et quand même faire des 4-1 menaces avec Gut. Donc voilà, c'est très fort, c'est juste très fort, il y a pas de galère. Ça, typiquement, il y a des chances que ça se prenne un ban à un moment donné. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ban, on est pas pour parler du format, et c'est très puissant. Qu'est-ce qui peut battre Gut du coup? Parce que là vous allez me dire, ok, mais tu vas nous présenter des decks qui peuvent lui tenir la dragée haute, j'y crois pas une seule seconde, là, vu comment ça a l'air fort. Et bien justement, il y a des decks qui lui tiennent la dragée haute, et vous allez voir qui tombent sous le joug de ce que je vous disais, donc ça a l'air d'avoir forcément des cheap interactions en début de partie. Mayhem Devil. Mayhem Devil, celui-là, je ne l'ai pas encore joué, ni vu jouer. Mais simplement avec les retours que j'ai eu du format de plusieurs personnes et donc de gens qui l'ont joué ou qui ont joué contre et de la tête de la liste, je peux déjà vous dire que Mayhem Devil c'est extraordinaire. Parce que ça reprend une base Rakdos Sacrifice, sauf qu'au lieu d'être un peu all-in entre guillemets sur le commandant, pour du coup faire des 4 menaces, etc., là on est plutôt sur quelque chose qui va grappiller à distance des points. Donc on a les bêtes à sacrifier et tout, tu connais, mais on va essayer de grappiller à distance. Et très important, le commandant qui coûte le même prix que Gut est 3-3, pas 2-2, donc c'est plus dur de le gérer. Et si quelqu'un veut le gérer tout de suite, il peut, mais nous en réponse, on peut sacrifier des permanents pour mettre des dégâts. Ce qui fait que l'adversaire ne peut pas vraiment répondre. S'il n'a pas de counterspell, il ne peut pas gérer Mayhem Devil proprement, sauf si on est full tap avec aucun moteur de sacrifice, etc. Dans ce cas-là, oui, mais dans ce cas-là, c'est vous qui l'avez joué à un moment donné, où vous donnez une fenêtre à l'adversaire pour gérer justement votre Mayhem Devil. Il dit du coup que quand on sacrifie un permanent, on met un dégât où on veut, ce petit Mayhem Devil. Avec des skins extraordinaires, hein. D'ailleurs je vous laisse checker ça. C'est important de pouvoir pimper son commandant en popper d'essai. Donc on va avoir des effets de sacrifice, évidemment, où chaque joueur sacrifie une créature. Bah du coup, moi j'ai sacrifié une bête, je te mets un dégât. Oh, t'as sacrifié une bête aussi avec le Hacker's Murder? Bah je vais te mettre un dégât aussi. Et c'est pas forcément face, hein, ça peut permettre de gérer les bêtes qui sont à côté. Donc vraiment c'est picobello. Vous voyez où je veux en venir quand je vous parlais de decks qui peuvent battre Gut? Bah, quand on a un général qui met un où il veut, tuer une 2-2 ou tuer des 4-1, c'est très simple. C'est très très simple, mais ça demande un setup, c'est beaucoup moins rapide que Gut. Alors ça peut l'être, hein, le setup peut être picobello, hein, vous faites tour 1 Viscéracir avec pas de réponse en face, tour 2 Grim Initiate et il est où Ariad Spearguard. Tour 3, Mayhem Devil, et vous avez déjà 4 tokens, 4 bêtes à sacrifier, puisque ça et ça va faire 2 repop. Donc vous avez déjà 4 pings, plus les scry. Là, effectivement, si vous êtes en mirror, si vous êtes en Mayhem Devil contre Gut, ça va très bien se passer. Mais c'est un ensemble de cartes qui n'a pas pris du coup d'interaction de la part de votre adversaire. C'est quand même pas évident. Donc disais-je, beaucoup de cartes qui ont de bons effets de mort ou de cartes qui nous permettent de sacrifier des bêtes, bien évidemment. Mention spéciale pour Raven of Fell Omens qui est extraordinaire. À chaque fois qu'on commet un crime, on fait un drain de vie 1 une fois par tour. Ça couplé avec Mayhem Devil, ça tue très très vite, puisque vous allez faire un ping à votre tour, hop, trigger, drain de vie 1, un ping au tour adverse, trigger, drain de vie 1. C'est picobello, et c'est une 1 de fly qui va également mettre quelques points, pas dégueu. Dans les sorceries, on joue un petit peu de value, des anti-bêtes, Unearth qui permet de ressusciter une bête extraordinaire. Vous le voyez, dans ce deck-là, à part Thorn of the Black Rose, absolument tout est ressuscitable sur Unearth. C'est excellent. Dans les instants, un petit peu comme Gut, on a accès du coup à des effets de sacrifice pour piocher, des bons anti-bêtes, des bonnes gestions. On se régale. Voilà, Lightning Bolt, improvisé de cub, collatéral damage, tu connais. Toucher de digital lunaire, en plus d'avoir un nom bizarre, et simuler votre propre mort, ça a un intérêt particulier, parce qu'en fait ça va donner le Death Touch, pas simuler votre propre mort, pardon, Toxin Analysis, ça va donner le Death Touch, ces deux cartes-là, à votre Mayhem Devil. Et quand vous donnez le Death Touch à votre Mayhem Devil, que lui il peut mettre 1 où il veut, bah du coup vous mettez 1 à n'importe quelle bête, elle meurt. Puisque ça fonctionne comme ça. Donc c'est très fort. C'est très très fort. Après, il faut une de ces deux cartes, plus des effets de sacrifice. Donc c'est pas non plus gratuit. Mais quand vous allez assembler cette combo-là, c'est très bon. Sachant qu'au pire des cas, ça fait tricks de combat.
Ça fait tricks de combat, il n'y a pas de galère. Vous attaquez avec une bête, il bloque avec une grosse bête, bah vous faites toucher digital lunaire, voilà, ta bête elle est morte. C'est pas extraordinaire, mais c'est jamais des cartes mortes dans le deck. En artefact, on en a beaucoup moins parce que on cherche des artefacts comment dire, qui soit sont très bons, soit se sacrifient. Donc Blood Fontaine, Expérimental Synthétiseur, Lotus Pétale, ça se sacrifie. Cranial Ram, ça donne 2 permanents potentiellement à sacrifier. Et Icor Wellspring, ça fait double value. Et Tissing Blade, ça fait sacrifier l'adversaire. Donc ça trigger aussi notre main level, c'est Picobello. Dans les enchantements, voilà, Sea of Fire, Sticky Finger, Makeshift Ammunition. Sticky Finger, ça crée des trésors. Les trésors se sacrifient tout seuls pour faire un mana et un dégât. Ça devient des trésors de luxe. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mangez-en. D'ailleurs, Sticky Finger, au global, c'est sous-joué, je trouve. Je pense que quasiment tous les decks rouges ont envie de jouer Sticky Finger si vous avez un peu de créatures, parce que la value que vous fait cet enchantement pour un mana, je trouve ça broken. 36 landes, là on est un peu plus bas, vous allez me dire oui mais pourtant tu voulais 37 landes avec ton gut et là tu veux 36 landes, parce que on cherche pas à faire absolument notre général au tour 3, si jamais on décurve et que du coup si on n'a pas de mana, bah, c'est qu'on a des cartes, et vous le voyez, le nombre de cartes dans le deck qui dépasse 3 mana, c'est très peu, c'est vraiment très très peu, la grande majorité coûte 1 et 2, donc en fait si on va passer notre temps en early avec nos 2 mana, un mana on joue pas évidemment, mais avec nos 2 mana à mettre des bêtes à 1, à 2, à mettre du board, à setup, et qu'au bout d'un moment on va trouver le 3e mana, on va faire Mayhem Devil, et ces feux d'artifice on sacrifie, pas tout, mais on peut tout sacrifier pour faire n'importe quoi, bah du coup c'est la fiesta, donc c'est pour ça que pour avoir une carte active de plus, j'ai cuté un petit land dans cette version de Rakdos. Et on joue aussi des lands qui se sacrifient comme Escape Tunnel, Maestro, Quicksand, Rivetier's Overlook, Terraformic Expanse, parce que quand vous sacrifiez les terrains, bah du coup ça fait un dégât avec Mayhem Devil. Donc c'est pas des lands extraordinaires, mais dans ce deck-là, ça devient un petit peu meilleur. Rassurez-vous, je ne vous présenterai pas d'autres decks Rakdos pour cette vidéo. On passe à Boros, Tense District Légionnaire. Merci beaucoup à Papy Ginzo qui avait build la liste de base que j'ai un petit peu modifié sous mon intuition et sous ses conseils également. Là, on a une créature pour 2 qui est 2 haste. Quand on caste un spell qui la cible, elle prend un marqueur +1/+1 et on fait un scry 1. Et là, on a un plan de jeu un peu Voltron où on va essayer de tuer l'adversaire uniquement avec notre général. Mais la force du deck, parce que là, vous allez dire, ouais, mais tu prends interaction, c'est fini, c'est trop chiant. C'est que justement, on peut faire la même chose avec plusieurs créatures de notre pack. Typiquement, on a la Crown Crusader qui, lui, va créer plein de tokens 1-1 quand il est ciblé. Bon, ça fait pas le côté Voltron, mais du coup, ça fait un board large, c'est cool aussi. On a Lagona Band Trailblazer qui va prendre un marqueur à chaque fois qu'elle est ciblée. Akroan Skyguard, pareil. Des cartes qui ont la prouesse, c'est pas des marqueurs, mais finalement, dans le tour où vous castez des spells, ça prend le +1/+1 quand même pour aller taquiner la belette à l'adversaire. Et j'en passe. Donc bon, il n'y a pas que des créatures qui font ça, il y a des Qatar Commando qui sont juste de bonnes cartes aussi. Mais on a une grande partie de cartes qui fonctionnent avec ce principe-là. Donc si jamais notre général ne suffit pas, on a des solutions de secours. En spell, donc en sorcerie, on en a quelques-uns qui vont cibler évidemment ou qui vont réanimer pour continuer de faire la bagarre, notamment Jolted Awake et Recommission qui servent à réanimer une bête de l'un cimetière. Souvent notre général, une fois que c'est fait gérer la 2e fois, on n'a pas envie de le caster à 6, donc on le met au cimetière et on le réanime avec ça si on les a en main. Quelques petites interactions. Le pack en manque un petit peu, mais en même temps on propose quelque chose de tellement fort proactivement que c'est pas trop gênant. Il faut juste pouvoir gérer quelques trucs très importants. En instant du coup 1 milliard de pump spell ou surtout d'effets qui protègent la bête, puisque comme nos bêtes se buffent quand on lance des sorts, on n'a pas besoin de les surbuffer. Du coup, on joue quelques spells qui les buffent, qui sont très bons, et le reste, c'est que des trucs pour les protéger, parce que justement, si l'adversaire ne peut pas les gérer, elles seront naturellement suffisamment grosses pour mettre la pression à l'adversaire. Vous voyez, on joue par exemple un truc comme Brute Force, +3/+3 pour 1, parce que c'est très fort, mais sinon, on va jouer plutôt des spells qui donnent la protection, qui ont le rebond. Là, c'est +1/+0 seulement, mais ça fait piocher une carte, donc ça permet de continuer à alimenter notre stratégie, parce que l'ennemi de ce deck-là, c'est de ne pas avoir assez de cartes en main, et du coup, quand on joue juste des petites bêtes avec pas d'effet pour les buffer, l'adversaire, il s'en fout, quoi. Même votre commandant qui est 2 ace, qui est pas mal, à arriver en mid-late game, si vous avez aucun spell à mettre à côté, c'est dur. Donc faut aller à l'économie dans ce deck-là, faut pas placer des spells dès que vous le pouvez, parce que si ça met votre adversaire bas en point de vie, mais qu'ensuite il redresse et que vous n'avez plus rien, c'est très dur, vous n'avez pas beaucoup de burn spell, vous en avez un peu mais pas beaucoup.
Donc c'est pas évident du tout à jouer comme deck, en plus que vous avez pas mal de cartes qui donnent la protection, et la protection, ça, faut savoir comment ça marche. De base, vous vous dites, bah, il fait anti-bet, je fais protection contre le rouge, et du coup son anti-bet marche pas. Oui, mais il faut savoir aussi que ça peut vous permettre de ne pas être bloqué, donc il faut le faire avant les bloqueurs, et si vous le faites avant les bloqueurs, du coup l'adversaire peut répondre et gérer votre bet potentiellement, sauf si vous avez plusieurs protections dans la main. Voilà, c'est pas, faut savoir comment jouer ce deck-là, à quel moment utiliser vos protections. C'est pas non plus le deck le plus simple à prendre en main. En plus que la protection protège de la plupart d'effets, mais pas de tout. Donc faut le savoir aussi. Je vais pas vous faire un point de règle sur la protection, mais je le précise parce que c'est un peu la spécificité du pack. Pour ce qui est enchantement du coup qui cible, ça marche sur certaines cartes, ça marche pas sur d'autres. Je crois que cette decklist là pack que des créatures où ça marche, mais suivant comment c'est wordé, ça peut ne pas trigger. Donc attention à ça, surtout si vous modifiez la liste. Ça peut arriver, surtout avec des créatures récentes, je crois, blanches, qui sont pas dans cette liste-là, qui ont un wording en particulier, où en gros ça ne trigger pas, mais bref. Prenez en compte que là, on a mis que des cartes qui marchaient avec le deck. C'est juste des spells supplémentaires qui sont en rituel, mais qui sont très bons. 3 interactions, 2 en aura, une juste en enchant, et le reste c'est des pump spells en gros, mais rituels. 36 landes, parce que vraiment, trop de landes, c'est l'ennemi de ce deck-là. C'est pour ça qu'on a un général aussi qui fait des scry, c'est pour éviter de piocher des landes. Donc quand vous avez une carte active qui est pas ouf on top, considérez quand même que la plupart du temps, c'est mieux qu'un land. Vous pouvez quand même la virer pour essayer de trouver de meilleures cartes, mais voilà, faut prendre en compte que c'est un deck qui aime bien avoir plein de cartes actives et pas beaucoup de landes. Et les tap landes aussi, c'est relou parce qu'on joue aggro et bicolore, mais bon, ça, on peut pas y faire grand-chose. Excellent deck hein, qui peut se défaire de plein de decks dans le format. Ça manque un petit peu de lifelink pour justement pas trop souffrir contre les decks aggro qui feraient des sorties patates, mais les cartes qui donnent lifelink sont pas très bien en général. Donc je sais pas si on veut absolument du lifelink, on peut en rajouter, mais ce sera des trucs comme genre pour un mana donner le lifelink à une bête. Bon, si votre méta est très aggro, pourquoi pas. Ensuite, on passe au deck contrôle, 3 decks contrôle à vous présenter. Enfin, en vrai, deux ennemis. Le premier, Baleful Strix, tu connais. D'ailleurs, excusez-moi, je vais me permettre de mettre le skin que je possède. Voilà. Non, mais c'est plus sympa. C'est plus sympa quand on sait de quoi on parle. Pour 2, en Dimir, on va piocher une carte quand il arrive en jeu, et ça vole des touch. Donc c'est clairement pas avec ça qu'on va tuer, parce que c'est très long. Le meurtre à la petite cuillère, remake. On va tuer avec d'autres cartes de notre pack. C'est juste là pour avoir... je joue pas une carte de ma main, mais je pioche, donc je fais plus d'une carte, et je vais bloquer une carte de mon adversaire et la tuer avec le Death Touch, donc enlever une carte à mon adversaire. Donc en fait, on fait un différentiel immense avec ce Baleful Strix, ou alors l'adversaire l'a géré avec un spell, hein, mais c'est pareil. Donc à chaque fois qu'on le caste, on génère un différentiel de value qui est très important. Et ça nous dérange pas de le caster à 8-10 mana, franchement, il n'y a aucune galère en late game. C'est pas grave, ça fait toujours un bon bloqueur ou un attaquant potentiel, plus la value. Je vais passer un peu rapidement parce que c'est vrai que j'ai déjà présenté cette liste-là quand je l'avais joué en tournoi et je crois que je l'ai peu ou pas modifié depuis. Mais le but, voilà, c'est un des contrôles d'Ymir. On va se servir du Baleful Strix pour faire passer un Orokusaki, un Ninja of the Deep Hours par exemple pour faire de la value. Sinon, on va juste tuer avec des bonnes cartes comme Murmuring Mystique, Cryptic Serpent, Gurmag, Tolerant Terror, Troll of Khazad-dûm, éventuellement, ça m'est déjà arrivé. On peut se permettre de jouer 2 bonnes cartes qui donnent le monarque. Alors attention, si jamais vous n'arrivez pas à le reprendre, parce que ce deck peut galérer, c'est dur. C'est dur si vous donnez le monarque à votre adversaire, c'est quasiment signer votre arrêt de mort, donc il faut le placer à un bon moment. Heureusement, ces 2 cartes le reprennent bien, mais je vous le dis au cas où. Et Caverne Harpie, qui est peut-être la meilleure carte du pack, qui nous permet pour seulement un petit point de vie de renvoyer la Caverne Harpie dans notre main. Donc on peut faire bloc, je paye un point de vie, je la reprends en main, on bloque à l'infini. Et, enfin à l'infini, une fois par tour hein, évidemment. Et quand elle arrive en jeu, on doit renvoyer une créature bleue ou noire dans notre main. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec cette Caverne Harpie ? On reprend notre Baleful Strix. Et du coup, on va le recaster, refaire de la value, à chaque fois bloquer un point de vie. Donc c'est vraiment très très bien, c'est très dur pour l'adversaire de se défaire de la boucle. Vous avez également d'autres cartes bien à reprendre, hein, comme Augure de Bolas, Flagier Archéologiste, Trinket Mage, pour faire de la value avec votre Caverne Harpie. Ça dépend de la situation. Pour le reste du deck, on va jouer beaucoup de sorceries et d'instants qui vont faire
soit de quoi tempo l'early game, soit de la pioche avec de la prise d'info, un petit peu de discard, du reste, Im Tutorak, pardon, des Vras, Rolling Sorrow, Evin Cars Justice, Arms of Ada, High Black Massacre, vraiment beaucoup de Vras parce que c'est fort dans le format et c'est comme ça qu'on ne meurt pas en jouant un gros. Step Through, je recommande, j'ai vu pas mal de versions qui les jouaient pas. Pour 5, on renvoie 2 créatures dans la main de leur propriétaire. Ça peut être les vôtres pour faire de la value, ça peut être à l'adversaire, ça peut être une adversaire, une à vous. Mais surtout, c'est à Wizard Cycling pour 2, ce qui fait que ça va vous chercher votre Murmuring Mystique. Et ça, juste, ça n'a pas de prix. Donc c'est trop bien. Ça peut aussi aller chercher Augure de Bolas, mais bon. Je pense qu'il vaut mieux la garder pour Boons de bête plutôt que d'aller chercher ça. Von Trinket Mage aussi, qui vous permet d'aller chercher des cartes très importantes qu'on verra juste après. Donc vraiment, Step Through, c'est deuxième MVP pour moi du deck, c'est vraiment très bien. Trésor Cruise, bon bah voilà, tu joues bleu, tu joues Trésor Cruise, tu te poses pas la question. En instant, toujours pareil, hein, des anti-bêtes, des piocheurs, des petits contres. Tu connais évidemment, parce que les contres ne sont pas rituels, donc ils sont forcément éphémères. Foil, j'ai trouvé ça un peu gourmand, mais c'est bien. C'est bien parce que les contres à 0, c'est fort dans tous les formats du monde, donc on garde Foil. Et puis dans le format 4 mana counter spell, vu que quand la partie avance, l'adversaire va caster son commandant pour 6, 8, 12, Foil, c'est pas cher quoi, comparé à combien il dépense. Exclude, trop fort aussi, hein. Jouer ça, c'est trop bien. Dans les cartes intéressantes à aller chercher avec le Trinket Mage, vous avez Viridian Longbow, Campfire et Arcum Astrolabe. Il me semble qu'on peut aller chercher. Attendez, je vais vérifier le texte. Oui, c'est ça. Parce que Urza Saga ne marche pas, donc je vérifie. Bon, Arcum Astrolabe, c'est vraiment quand vous avez déjà pioché les 2 autres, on va dire. Mais Campfire, c'est très bien d'aller chercher contre les decks aggro pour justement gagner 2 points de vie par tour. Et Viridian Longbow, ainsi que, je vous les présente maintenant, Hermetic Study et Psionic Gift, ce sont des cartes qui disent engager la créature équipée ou enchantée, elle inflige un dégât à n'importe quelle cible. Vous allez me dire, mais c'est un peu nul, non? Ça permet juste de tuer les petites bêtes, mais c'est pas ouf. Et je vais vous répondre oui, mais non. Puisque quand vous le mettez sur Baleful Strix ou sur Thorn of the Black Rose, le 1 dégât a Death Touch. Donc c'est comme avec Mayhem Devil tout à l'heure, vous tuez. C'est genre j'engage, je tue une bête. Et quand tous les tours, vous engagez votre commandant, ou votre bête Death Touch, peu importe, vous tuez une bête, l'adversaire, il faut qu'il trouve une gestion très vite. En plus que s'il gère votre commandant, les 2 auras, elles dégagent. Mais Viridian Longbow, c'est un artefact. Donc il va rester là. Donc vous pouvez le reset-up plusieurs fois dans la partie. Et ça, c'est un enfer. C'est un enfer pour plein de decks. Ah, évidemment, tout le monde joue un petit peu d'entière en Enchant ou Arthos, hein, mais il faut les trouver. Et le temps que l'adversaire les trouve, ça peut être très compliqué. Dans le reste des enchantements de gestion et un moteur de value qu'on aime bien reprendre avec le ninjutsu également, pour refaire draw discard et creuser dans notre pack. Alors c'est pas vraiment de la c'est de la value en qualité, c'est pas de la value en nombre, en quantité, mais vu que ça donne une 2-3 fly que vous pouvez setup des fois autour d'eux, juste pour creuser dans votre pack, c'est très bien. 36 land, là c'est logique, même si dans les decks contrôle on aime jouer genre 40, 41, 42 land pour lander tous les tours. Là on a un commandant qui coûte que 2, qui fait piocher une carte. Donc en fait, dès qu'on a 2 mana, un bleu, un noir, on sait que notre tour 2, souvent ça va être Baleful Strix, si on peut, ça dépend de l'adversaire. Ça va nous faire piocher une carte, donc vous commencez la partie avec une carte de plus techniquement. J'ai, je crois, quasi jamais mulligané une main avec ce deck. J'ai fait beaucoup de games, je n'ai jamais mulligané avec ce deck. Ou alors vraiment, c'était la main, il y avait 7 landes quoi. 7 landes sur 36, donc c'est improbable, j'avais aucune carte active. Et même ça, une main à 7 landes, si vous jouez pas contre aggro, ça peut se garder en vrai, parce que du coup, il y a très peu de chances de piocher des cartes, des landes derrière. Vous allez lander tous les tours, vous allez caster Baleful Strix à 2, 4, 6. Même ça, c'est pas grave. C'est plutôt une main à 0 land que vous pouvez évidemment pas garder, parce que sinon vous jouez pas au jeu. Donc ouais, ce deck-là, très fort. Je l'ai joué dans un tournoi, j'ai un débrief avec... je crois, non, il n'y a pas de game filmé, je crois, sur ce débrief. Je ne sais plus. Mais ouais, très bon. Ce Baleful Strix. Et un petit peu dans la même veine, je vous présente Horrid Shadow Spinner du collet Rhinosmork qui a gagné un tournoi, qui a fait 2e ex-aequo avec le premier à un autre tournoi. Donc pareil, très fort la decklist et très fort le joueur. C'est quasiment le même deck, sauf que le commandant fait de la value en décalé. C'est une 2-3 pour 3 lifelink, donc déjà contre aggro c'est excellent. Baleful Strix c'est bien parce que ça arrive plus tôt et ça tue une bête, mais ça a lifelink, donc gagner des points de vie contre aggro c'est
C'est trop trop cool. Et quand il attaque, on peut piocher autant de cartes que sa force, puis défausser autant de cartes. Donc de base, on va faire draw 2, discard 2. Mais si on a des petits effets, et il y en a dans le deck pour buffer sa force, on va draw 3, 4, discard 3, 4, c'est très très bien. Donc ça fait de la value en termes de qualité, mais pas de quantité encore une fois. Et ce Rich Shadow Spinner, il a un petit peu de cartes différentes pour trigger avec sa capacité, mais la grande majorité c'est la même que Strix. Donc c'est pour ça que je vous disais, je vous présente 2 decks et demi contrôle, parce que celui-ci est très proche de Strix. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Et après aussi, c'est des choix de build de la part du collègue Camille Dessa. Typiquement, lui, il joue Dirger Island Dragon. Moi, je ne l'ai pas rentré parce que je trouve ça un petit peu mou. Effectivement, engager une bête draw, c'est cool, mais pour 2 mana, j'ai l'impression qu'il y a de meilleurs spells. Donc typiquement, voilà, moi, je le joue pas. Sneaky Snacker qui revient dès que vous attaquez avec votre commandant, donc c'est très très bien. Beaucoup de Vras de sa part, toutes les Vras possibles, il les joue. Moi, je les joue pas toutes. Dronin Soro, typiquement, je sais pas si je le joue. Oui, je le jouais, mais il a d'autres Vras aussi que je n'ai pas. Il y a des petits trucs sympas comme Lash of Malice, c'est un super anti-bet en début de partie, plus 2, moins 2, que moi je ne joue pas. Mais par contre, sur votre commandant, comme il ne meurt pas, avec plus 2, moins 2, ça devient une 5-1, donc vous pouvez potentiellement gagner 5 points de vie. Ça devient une 4-1, pardon, donc gagner 4 points de vie, et surtout, draw 4, discard 4, vous sculptez une main de fou avec ça. Donc c'est excellent. Stab, vous pouvez le faire sur votre commandant aussi, mais du coup il fait rien, donc ne le faites pas. Ça marche pas très bien. Des petits contres en veux-tu en voilà, des petits spells de pioche, beaucoup de transmute aussi. Peut-être qu'il a raison de jouer autant de transmute et que c'est fort dans le format. J'ai l'impression que les decks aggro nous laissent pas du tout le temps de transmute et du coup j'ai pas envie de jouer des cartes qui sont pas très bien. Mais peut-être que on peut en rentrer une petite quantité. Donc vous le voyez, pour le reste, c'est grosso modo la même decklist. Lui joue un peu plus de land, comme son commandant ne fait pas piocher quand il arrive et coûte 3, c'est normal. Et Pestilence, qui est une carte relativement broken, surtout dans son pack où son commandant peut survivre à 2 effets de Pestilence. Moi, le mien meurt tout de suite, donc je peux pas trop me permettre de le jouer, je pense. Mais ouais, c'est hyper fort. Je pense même que les situations que ça crée sont un peu problématiques pour le format, mais comme c'est pas beaucoup joué, ça se fait pas trop remarquer, donc on va dire que Pestilence, c'est un petit peu une win-con des decks contrôle noirs. Ensuite, Kuraklingu Dureku. Ça, autant tout le reste, je vous ai dit, ouais, on peut tenir en respect et tout, c'est ok. Autant Crackling Drake, là je vous présente ce qui est pour moi un problème dans le format. Pour 4, dont 2 bleus, 2 rouges, on a une étoile 4 Fly qui fait piocher quand elle arrive en jeu et qui a autant de force que le nombre d'instants et de sorceries dans notre cimetière ou dans notre exil. Enfin, et dans notre exil. Donc ça veut dire que la force de ce Drake ne va que croître au fur et à mesure de la game et qu'on ne pourra rien y faire. Parce que si on exile le cimetière, ça compte aussi esprit en exil. La seule chose qu'on peut faire, c'est remélanger le cimetière de Crackling Drake dans sa bibliothèque. Mais c'est reculer pour mieux sauter, parce que du coup, ça va lui redonner accès au fur et à mesure à des cartes qu'il a déjà jouées. Et puis, il peut juste rebuild son cimetière. Donc ça fait gagner du temps, mais c'est pas définitif. On ne peut pas définitivement, entre guillemets, gérer la force du Crackling Drake. Et du coup, ce pourquoi c'est problématique, donc c'est un deck IZ Control avec plein d'anti-bêtes rouges et des contres bleus, et de la pioche, c'est qu'en fait, ce Crackling Drake, si la game dure, entre guillemets, indéfiniment, il ne va que grossir, et au bout d'un moment, le Crackling Drake sera 24, ou en tout cas, nombre de points de vie que vous avez, 4, et il va attaquer et vous tuer. Forcément. Parce que vu qu'il a une force qui va être de plus en plus grosse, peu importe les bloqueurs que vous aurez, sauf si vous avez un bloqueur porté infini Hexproof, ce qui normalement ne sera pas le cas, en fait votre bloqueur va mourir. Même s'il va trade, il va mourir, et du coup l'adversaire va recaster Crackling Drake, et que vous ayez des anti-bêtes ou des bloqueurs, voilà. La seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir une boucle qui vous permet d'avoir interaction sur Crackling Drake tout le temps. Sinon, le late game, en fait, la fin de la game va forcément être à l'avantage de Crackling Drake qui va vous tuer. Évidemment, vous pouvez le battre avant, vous pouvez faire en sorte que le Crackling Drake ne vous tue pas, parce que justement vous avez de quoi tempo, vous lui mettez un enchantement qui fait qu'il devient genre 0-1 ou 1-1, peu importe. Vous pouvez le gérer de cette façon-là, mais il a aussi des manières de s'affranchir de ça. Et vous, je sais que dans votre deck, vous n'aurez pas 1 milliard de gestion de ce type à Crackling Drake. Donc en fait, les fenêtres
vous êtes obligé de gérer Crackling Drake sinon vous êtes mort. Elles sont très nombreuses, que ce soit en late game ou même des fois en mid game. Donc je pense que Crackling Drake c'est vraiment très 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 fort. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'il y a dans la decklist? Augure de Bolas, tu connais pour la value. Bon, je vais pas tout faire en revue, tu connais. Hein. Le Drake, là je l'ai mis parce que comme on n'a pas accès aux anti-bêtes noirs, tempo, une créature, voire enlever un bloqueur pour faire passer le Drake, bah c'est très bien. Tu connais Monarque c'est trop fort, même si ça c'est mauvais, on joue les deux parce que Monarque c'est trop fort. Olifant pour aller chercher un land pour jouer plus de cartes actives, un petit peu moins de land, Murmuring Mystique et Cryptic Serpent à l'intérieur qui sont là pour être les kills alternatifs, on va dire. Très peu de kills dans le deck, donc les parties sont longues. Attention, faut avoir des adversaires coopératifs qui vont concéder parce qu'ils savent qu'ils ont perdu, ou être rapide dans vos games pour pas trop aller à la draw si jamais vous perdez une des deux. Piocheur et anti-bet en sorcerie. Piocheur, anti-bet et contre en instant. Que ça. Encore une fois, c'est ma liste que j'ai faite pour un collègue et que je builderai certainement moi. Elle est adaptable, très certainement. Honnêtement, des retours que m'a fait le collègue de cette liste, elle est très bien. Elle est très très bien, elle fonctionne. Il n'y a que des bonnes cartes dedans, donc de toute façon, c'était à peu près sûr que ça allait fonctionner. En Arthos, on se permet de jouer un petit Campfire et un Arcomestrolab parce que pourquoi pas. Et en enchantement, Cloud of the Dominus, c'est malheureusement une commune. Du coup, quand vous mettez ça sur votre Drake, il a en plus de Haste Shroud. C'est trop fort. Deux autres gestions en enchantement et Bitter Réunion qui est un bon moteur de pioche qui en plus peut se sacrifier pour donner la haste à votre Crackling Drake. Il y a des versions qui jouent vachement plus combo avec le Crackling Drake, du coup des effets je donne la haste comme ça je tue tout de suite, sauf que ça suffit pas, il faut qu'il n'y ait pas d'interaction en face et en plus de ça qu'il n'y ait pas de bloqueur en face pour tuer, donc moi j'ai préféré une version contrôle où de toute façon au bout d'un moment le Crackling Drake il va tuer. Donc il y a pas de galère, on va s'en sortir, on va gérer ce qu'il faut gérer et ensuite Crackling Drake fera son taf. Je joue quand même Bitter Réunion pour ce côté un peu oups, je te tue dans le tour, parce que la carte est bonne de base. Des fois c'est une carte pour piocher 2, c'est cool, ça permet de nourrir le Crackling Drake, c'est cool. Cloud of the Dominus, ça sert un petit peu que à la combo Drake je te tue, mais c'est trop fort. Plus de Haste Shroud pour un petit mana, c'est vraiment trop fort pour s'en passer, donc on prend, sachant qu'en plus, vu que ça donne Shroud aux bêtes bleues, parce qu'on a surtout des bêtes bleues, hein, vous l'avez vu, on peut faire Murmuring Mystique, Shroud, et du coup, l'adversaire va avoir énormément de mal à gérer, et vous pouvez tuer aussi avec ça. Donc, il y a aussi un côté, ça peut me servir de kill alternatif avec autre chose. 38 landes, parce que c'est le bon nombre, je pense, quand tu veux lander tous les tours. On pourrait monter à 39 ou 40, parce que notre commandant coûte 4, mais encore une fois, quand vous, hormis les créatures, hein, quand vous prenez les spells qu'on joue, la majorité coûte 1 ou 2, et dans les 1 ou 2, il y a pas mal de piocheurs. Donc, je pense que 38 landes c'est ok, plus Olifant, plus Tolarian, plus Lorian Reveal, plus les petits piocheurs à 1. Voilà, je pense que le bon nombre c'est 39. On aime bien aller chercher le 39e land, puisque au pire des cas, si on fait une full, on va casser Crackling Drake et il n'y a pas de galère. C'est un peu comme le Strix, hein, ça va être je pioche une carte et je vais te bloquer une bête, du coup on trade. Mais ouais, là pour l'instant je suis sur 38. Et on finit avec une decklist qui n'est pas de mon cru, qui est sous l'herder. Big up à Tito, decklist que j'ai trouvé sur le Discord du coup du Popper Duel Commander. Ça du coup je l'ai affronté et je l'ai vu tourner même au-delà de ça. Et je trouve que c'est très très fort. Pour 3 dont Azorius, on a une 1-1. Oh, c'est nul les stats. C'est un spirit. Quand une créature est exilée depuis notre champ de bataille, on met un marqueur sur le Soul Herder. Et au début de la phase de fin, de votre phase de fin, on peut exiler une autre créature qu'on contrôle, puis la renvoyer sur le champ de bataille sous notre contrôle. Donc le Soul Herder prend un marqueur en faisant ça, et nous on retrigger les effets d'arrivée en jeu. Et ça, je l'ai sous-estimé, je l'avoue. Je pensais au début du format que c'était trop lent, et qu'une 1-1 pour 3, ça prenait trop d'interactions. Alors oui, les decks rouges interagissent avec le Soul Herder sans galère. Hein. Mais les autres decks, pas spécialement. En tout cas, ça demande une interaction plus clean. Et en plus, en sorcerie, en sorcerie, du coup, bah, le mal est déjà fait. Et on va jouer plein de bons effets d'arrivée en jeu. Des effets de pioche, évidemment. Là, un petit effet de Scry 2. Des effets d'étape de land, ce qui vous permet d'avoir 2 landes dégagées pendant le tour de votre adversaire. Des effets de gestion entre guillemets, qui détiennent une créature, donc qui peut ni attaquer ni bloquer. On peut faire des boucles comme ça.
de Elliot's Pilgrim qui permet d'aller chercher plusieurs fois des auras dans votre deck. Enfin, il y a plein de trucs hyper forts. L'Oxodon qui dit bah tiens, t'as pas de phase d'attaque. Ça, quand vous jouez aggro, il faut vite trouver une gestion, sauf qu'il faut gérer un Soul Herder ou une 1-4. Si vous gérez Soul Herder, il va le recaster. Si vous gérez la 1-4, bon, bah, bien joué parce que c'est pas évident. Donc ce deck est vraiment très fort et plus je le regarde, plus je me dis il est magnifique en fait. Au début j'étais contre, je me suis dit non je vais pas jouer ce deck, je pense que c'est pas si bien que ça m'a impressionné mais non. Et là quand je le vois, ça c'est coquin, tous les tours en bout de sa lande. Quand je le vois je me dis c'est vraiment... genre quand c'est en place, alors c'est pas évident de se mettre en place, hein, mais quand c'est en place c'est vraiment très très fort. Et pour le reste on joue plein de bonnes cartes, bleu-blanc, des counterspells. Là, cette version est plutôt contrôle, ce que disait Tito sur le Discord. Et je suis d'accord avec lui, je pense que contrôle, c'est très bien. Peut-être qu'il est quand même un peu trop contrôle. Je pense qu'on peut se permettre d'enlever quelques cartes dans les counterspells pour justement mettre un petit peu plus de... soit de protection pour le Soul Herder, parce que c'est vraiment très fort quand il tourne, soit de bêtes qui vont faire de la value. Voilà, c'est un savant mélange qu'il faut savoir trouver. Si on n'a pas Soul Herder, on a accès d'ailleurs à des trucs comme Cloud Shield, Ephemerate, Flicker Fate, Momentary Blink, qui nous permettent de faire quand même les effets Blink, donc c'est très bien. Les effets Blink, c'est meilleur que des effets de protection parce que ça protège la bête et ça refait les ETB. Mais voilà, peut-être qu'on a envie de pousser le volume à fond, pousser les potards à fond, comme on dit. Avec plus d'effets encore. Donc Blink, s'il y en a d'autres, j'ai pas tous les effets Blink en tête, faut qu'ils soient bons quand même et pas trop chers. Sinon, des petits spells de protection, ça peut être sympa. Des enchantements, voilà, soit qui protègent, soit qui sont des gestions, hein, notamment les auras, on a envie d'en avoir plusieurs, puisqu'on a le drop 3, Elliot's Pilgrim qui va vous les chercher plusieurs fois, et là, quand il y a Elliot's Pilgrim qui tourne et qui va vous chercher un anti-bet tous les tours, ouais, c'est horrible, 38 landes tu connais. Mana-base que je ne valide pas par contre, désolé Tito, beaucoup de terrain basique, mais qui fait que tu dois manquer d'une couleur de temps en temps. On peut monter, la règle entre guillemets que j'essaye d'observer, c'est 8 terrains engagés quand vous jouez aggro, à peu près 8-9. Quand vous jouez midrange, vous pouvez monter à 10 terrains à peu près, 10 terrains engagés c'est ok, 10-11. Et quand vous jouez contrôle, vous pouvez monter un petit peu plus, sachant que si vous avez juste un land qui arrive d'étape, ça vous permet d'assurer votre tour 1, votre tour 2. Donc dans votre main de départ, hein, je parle. Donc on peut monter un petit peu plus, 12, 13 peut-être land de tape. Faut pas être trop gourmand non plus, faut pas tous les mettre. Mais voilà, dans cette version, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Ça se recycle, donc je le compte pas. Ça peut arriver d'étape, donc je le compte pas non plus. C'est bas, on peut monter facilement à 8, 9 en enlevant un petit peu des basiques. Mais sinon, la decklist, ouais, je la trouve très cool. Bien joué, Tito. Ça conclut ma présentation des decks que je trouve du coup très fort dans le format. Tier 1, à n'en pas douter, il y en a certainement d'autres qui peuvent rentrer dans le tier 1, notamment les decks mono rouge, mais je ne savais pas lequel vous présenter et j'avais pas de decklist sous la main où j'étais convaincu à 100%. Il y a notamment Dragon Red Chandler et Monastery Swiftspear, ainsi que la petite souris aussi Earthfire Hero. Ces trois-là sont très bons. Ma préférence va à Dragon Red Chandler parce que ça ne nécessite pas de setup, ça joue pas de cartes entre guillemets mortes pour jouer sur le général comme Earthfire Hero. Ça joue un petit peu d'exotisme, on va dire, pour avoir plusieurs titres dans le cimetière, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on spam une 3-3 vol, il y a plein de decks qui ont du mal à gérer ça, et on fait un petit peu de sélection avec, des fois un petit peu de value. Genre, entre tous les decks mono rouge qui sont bons, je partirai plutôt là-dessus, je trouve ça très bien. Fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a régalé, un petit peu longue, en même temps je vous présente plein de decklists un petit peu en détail, donc forcément ça prend du temps. Je vous laisse là, je vous fais des bisous, et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!